Or le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la terre d'Égypte pour appeler les sauterelles afin qu'elles montent sur la terre et qu'elles mangent toute l'herbe que la grêle a épargnée. Et Moïse le fit. Et le Seigneur fit souffler tout ce jour-là et la nuit un vent brûlant. Et le matin venu, ce vent brûlant amena les sauterelles qui montèrent sur la terre d'Égypte et se répandirent en si grand nombre que toutes les provinces d'Égypte en furent inondées. Et toute l'herbe de la terre fut dévorée, et tous les fruits des arbres que la grêle avait épargnés, de sorte qu'il ne resta rien de vert sur les herbes, ni dans les champs en toute l'Égypte. On pourrait croire que depuis cet épisode de l'Ancien Testament, le fléau acridien a disparu ou seulement diminué d'intensité. Il n'en est rien. Pour s'en rendre compte, il suffit de jeter un coup d'œil sur ce planisphère. Toutes les régions coloriées en rouge sont régulièrement visitées par les sauterelles. On a essayé de chiffrer ce que ces invasions de sauterelles ont coûté à l'homme pendant une période de 10 ans. On atteint des nombres de l'ordre de 200 milliards de francs. Les continents qui ont le plus à souffrir des incursions de ces insectes sont actuellement l'Afrique et l'Amérique du Sud. En Afrique, la sauterelle la plus terrible est aussi la plus anciennement connue, celle justement des Écritures, le criquet pèlerin, le djirad el-arbi des Arabes. Il pénètre en masse jusque dans les agglomérations humaines où il sème la panique. Le voici au Maroc, au sud du Grand Atlas, sur Agadir. Les hordes ailées envahissent les rues et les maisons. Cet insecte migrateur étend ainsi ses ravages sur toute l'Afrique du Nord à l'équateur et sur une grande partie de l'Asie méridionale. On voit les essaims rayonner tantôt vers l'ouest du continent africain jusqu'à l'Atlantique, tantôt vers l'Orient, jusque sur le Pakistan et l'Inde. Le foyer de ces migrations doit donc se trouver dans les grands déserts du Sahara au Thar. Observons les essaims qui tournoient autour des murailles de Taroudan. Au cours de vols multiples, les insectes changent progressivement de couleur. Le tégument, par accumulation d'un pigment spécial, prend une coloration terre de sienne, puis jaune paille chez les femelles, jaune citron chez les mâles. C'est un signe de maturité sexuelle. Alors, les couples se forment et s'ébattent sur le sable durci des rives ou du lit desséché d'un oued. Chaque individu s'accouple plusieurs fois. Les femelles, chevauchées par un mâle, se préparent à déposer leurs œufs dans le sol. Elles y creusent un trou au moyen de 4 pièces chitinisées placées à l'extrémité de leur abdomen, qui s'allongent considérablement par distension des membranes intersegmentaires. Les œufs agglomérés par groupes de 30 à 100 sont recouverts par un bouchon de mucus qui laisse passer l'air. Une femelle peut déposer une dizaine de ces grappes. Ainsi, c'est constitué par l'acte de ponte de milliers de femelles, un foyer grégarigène, reconnaissable aux taches blanches qui émaillent le sol, et qui sont autant de bouchons de mucus, autant de grappes. Les œufs se gonflent, éclatent sous l'action d'une hernie sanguine appelée ampoule cervicale, et donnent la liberté aux larves. En rampant le long de la paroi terreuse, elles arriveront à la surface du sol. De 15 à 60 jours après la ponte, selon la chaleur et l'humidité du terrain, le foyer grégarigène se trouve couvert de centaines de milliers de petits insectes, un mouvement vermiforme. Ce sont les criquets au stade rampant. Déjà, près de l'orifice de sortie commun à toutes les larves provenant d'une même grappe ovigère, on assiste, sous l'action de divers facteurs, de la lumière en particulier, à un phénomène biologique important.
L'insecte qui vient de naître et qui mesure environ 8 mm va se débarrasser d'une enveloppe qui l'enserrait et l'empêchait de remuer les membres. Mais il ne s'agit pas d'une véritable mue. Aussi appelle-t-on cette opération mue intermédiaire. Après son accomplissement, la larve est au premier stade. Ses membres étant libérés, elle commence à se déplacer, à se rapprocher de ses congénères pour former une bande qui tente à fusionner avec les bandes semblables qu'elle rencontre. La masse énorme ainsi formée par ces insectes aptères avance en rang serré, toujours dans la même direction, franchissant collines, fossés et même rivières. Au cours de cette période de marche, l'insecte se nourrit voracement, grandit et, en 40 jours environ, subit les 5 mues normales pour atteindre le stade adulte. Voici une bande grouillante sur le sol, constituée surtout par des individus au 3e stade larvaire. Les insectes se bousculent à la recherche de leur nourriture, constituée par les plantes basses, graminées essentiellement, et les arbustes divers. L'un d'eux est présenté ici, il a environ 23 mm. Il s'attaque aux organes des végétaux les plus coriaces, comme le feuillage des oliviers, et même des dattiers. Mais arrêtons-nous quelques instants auprès d'un criquet qui va effectuer une mue. Celui-ci, qui est au 4e stade larvaire, a une longueur de 26 mm. Il cherche tout d'abord un endroit propice. Le voici sur une tige d'olivier sur laquelle il s'installera en vue de l'opération délicate qui va suivre. Il change d'orientation, se retournant la tête en bas. Puis, il s'immobilise en s'agrippant solidement par les pattes. Sous l'action de l'ampoule cervicale qui a déjà fonctionné lors de l'éclosion de l'œuf, et aussi de l'air dégluti, le tégument se fend sur le dos et, très lentement, l'insecte se libère de son enveloppe. Il sort les antennes les premières, puis, peu à peu, vient tout le corps, après maintes contractions qui laissent à penser que cet acte de la mue est délicat et pénible. L'enveloppe primitive ou exuvie est abandonnée, devenue inutile parce que trop étroite. Une fois libéré, le criquet se remet dans la position normale, la tête vers le haut, et il reste sur place afin de permettre à ses téguments de sécher et de durcir. Puis il recommence à se nourrir avec voracité aux dépens des feuillages voisins, avant de rejoindre la bande avec laquelle il va poursuivre sa route. Auparavant, remarquons chez le nouvel insecte, alors au 5e stade, les ailerons bien développés mais encore inaptes au vol. La longueur du corps est passée de 26 à 36 mm. Sur la face ventrale du premier segment thoracique, on note entre les pattes de la première paire le tubercule prosternal qui existe chez le criquet pèlerin et le criquet nomade, mais est absent chez le criquet migrateur. Une douzaine de jours plus tard, l'insecte parvient au temps de sa 5e et dernière mue, qui s'opérera de la même manière que les précédentes. Elle est toutefois plus spectaculaire par l'apparition finale des ailes. Le criquet marque une certaine application à chercher, tout en s'alimentant, des points d'appui solides pour lui permettre cette ultime métamorphose. Les ayant trouvés, il s'installe comme précédemment et s'immobilise, la tête en bas. Une fois encore, le tégument du futur adulte, plissé sous l'enveloppe devenue trop étroite, subit sur sa face dorsale une poussée de sang et d'air dégluti qui provoque l'éclatement dans le sens de la longueur. On voit alors sortir lentement, très lentement, l'insecte parvenu à son stade définitif.
Peu à peu, tout le corps, tous les membres, les appendices se dégagent, tandis que l'insecte s'arc-boute à l'exuvie qu'il va abandonner. Il reste toutefois un dernier travail délicat à mener à bien, le déploiement des ailes. Celles-ci, d'abord en arc de cercle sur le dos, vont progressivement se défroisser sous la pression du sang qui peu à peu s'infiltre dans la multitude des vaisseaux qui constituent l'armature des nervures. L'insecte est maintenant parfait. Il bat des ailes. Nous revoyons la face ventrale du thorax avec son tubercule. Le criquet pèlerin est enfin adulte au sens morphologique du terme. Il a une jolie coloration gris-rose lit de vin. Au point de vue physiologique, il est encore immature et entre dans une diapause qui peut durer, suivant les conditions extérieures, de 3 semaines à plusieurs mois. Continuellement en quête de nourriture, il s'attaque aux palmiers dattiers, une des plus grandes richesses de l'Afrique du Nord. Les énormes palmes sont vite réduites à la nervure centrale. Les vergers, les oliveraies sont ravagés. Les organiers eux-mêmes n'échappent pas à l'avidité de la horde. Depuis des temps immémoriaux, l'homme lutte contre le criquet. Le moyen le plus simple et le plus ancien, c'est d'agiter les bras ou de faire des moulinets avec des bâtons en faisant beaucoup de bruit, mais il manque d'efficacité. L'emploi du feu, de la fumée, a toujours été pratiqué. Les sources fumigènes employées actuellement contiennent un produit insecticide. Les nébulisateurs sont utilisés efficacement contre les bandes de jeunes criquets. On peut également protéger les arbres en les enveloppant dans des filets à mailles fines. La base de la lutte anti-acridienne consiste dans les poudrages insecticides et les appâts empoisonnés. On utilise surtout le son mélangé à des insecticides de synthèse. Les appâts sont jetés à la volée sur le sol par des manœuvres qui circulent entre buissons et arbustes. Attirés par l'appât, des essaims quittent les arbres et se précipitent vers cette nourriture imprévue. On les voit sur le sol par milliers dévorer le son empoisonné. Le pouvoir toxique de l'appât se fait sentir après 24 ou 48 heures. La mortalité varie de 95 à 100%. Quant aux insecticides de synthèse, HCH par exemple, ils provoquent une agonie caractérisée par une paralysie agitante de l'insecte renversé sur le dos. Les pattes postérieures sont à demi repliées, les ailes s'agitent. À ce moment, certains individus n'hésitent pas à s'attaquer à leurs congénères mourants et même à des cadavres empoisonnés qu'ils se mettent à dépecer. Conséquence de leur voracité, ils ne tardent pas à grossir le nombre des victimes. De puissantes motos poudreuses permettent de répandre les insecticides directement sur les arbres
et autres végétaux. Les sauterelles s'empoisonnent dès qu'elles s'y posent pour se restaurer ou dormir. L'action toxique du feuillage ainsi traité peut durer plusieurs jours. Lors des invasions, des millions de criquets sont ainsi détruits quotidiennement. Les résultats sont encore plus spectaculaires avec l'hélicoptère ou l'avion. De nombreux types de ces appareils sont actuellement bien adaptés à la lutte anti-acridienne. Certains avions sont équipés pour effectuer des poudrages insecticides ou pour distribuer l'appât empoisonné. Ces appareils portent une charge de 2 à 400 kg de poudre ou d'appât. Ils se déplacent à une vitesse de 150 km à l'heure environ. Ils permettent d'atteindre les essaims de sauterelles dans des régions où les déplacements sur Terre sont très difficiles. D'autres modèles sont pourvus, de préférence sous les ailes, de rampes d'arrosage qui permettent de pulvériser un insecticide liquide. Leur charge est généralement de 250 à 300 litres. Voici un avion pulvérisateur qui vole au milieu d'une nuée de criquets. C'est pour le pilote une mission délicate, car il s'oppose à un adversaire dangereux. Malgré cet ensemble cohérent de moyens de lutte, le criquet pèlerin n'est toujours pas vaincu. Encore et toujours des cultures, des plantations sont périodiquement ravagées par des vols toujours plus nombreux. Leur arrivée pouvant être prévue, tout est prêt pour les accueillir, mais les prévisions sont malheureusement toujours dépassées. À quoi tient cet échec? Il tient au mystère qui continue d'entourer l'origine des premiers essaims de migrateurs. L'Afrique, le Moyen-Orient, redoutent toujours les invasions désastreuses. Par suite de notre ignorance, leur progression à travers les continents ne peut être évitée. Sur cette carte, nous voyons les immenses étendues sur lesquelles sévit le fléau. L'Afrique nord-équatoriale est trop intéressée, du point de vue économique, à la lutte contre le criquet pèlerin pour que la France ne participe pas aux recherches biologiques indispensables à la solution du problème. Il y a là pour les jeunes biologistes une tâche exaltante à accomplir. L'homme peut utiliser son intelligence à vaincre la malédiction qui, depuis des millénaires, tient en échec sa sagacité. Les jeunes chercheurs contribueront ainsi à l'amélioration des conditions de vie de populations défavorisées par la nature.